Bienvenue sur la TFM et bienvenue à votre émission Question Directe qui reçoit aujourd'hui M. Amadou Diaw, président du groupe ISM, président de la conférence des grandes écoles. M. Diaw, vous vous définissez comme étant un entrepreneur social. C'est quoi? L'entrepreneur social répond à une mission d'intérêt général. Et derrière ce concept aujourd'hui, on retrouve donc toutes les initiatives économiques qui tentent de résoudre de faire face à cette demande sociale importante, demande sociale et demande environnementale. Et au-delà de la réponse, le profit généré pour l'essentiel est lui-même orienté vers cette mission qui peut être dans le secteur de l'éducation, de la santé ou de l'environnement. Et lorsque nous parlons aujourd'hui d'entrepreneuriat social, nous allons au-delà de ce que nous-mêmes nous faisons. Nous sommes convaincus que notre continent, pour faire ce saut dont on parle beaucoup, dont on rêve tous, doit favoriser l'éclosion véritablement d'entrepreneurs sociaux. Pour un Sénégalais lambda qui ne comprend pas ce mot, si vous devez lui expliquer ça en des termes très simples, vous dites quoi? Aujourd'hui, nous avons besoin d'écoles, d'éducation de qualité. Nous avons besoin d'un système de santé de qualité. Nous avons un environnement à améliorer. L'État fait tous les jours, mais l'État ne peut pas tout faire. Nous sommes convaincus que des privés peuvent aussi apporter leur touche dans cette dynamique. Tous les pays du monde qui ont eu à se développer, les pays dits émergents, les dragons d'Asie, la Chine et les autres pays comme le Japon, sont passés par une éducation de qualité. Aujourd'hui au Sénégal, on semble être dans un système éducatif qui est malade. Ma position est plus nuancée. Pourquoi? Pourquoi? Lorsque l'on parle de... Je vais commencer par l'enseignement supérieur, qui est mon domaine, personnellement. L'on parle beaucoup de l'université de Dakar. Le Sénégal a sa tradition d'excellence. Pour beaucoup, le Sénégal, c'est l'école William Ponty, l'école de médecine et l'université de Dakar. Et aujourd'hui, toutes les plus jeunes universités qui sont là, qui sont nées par la suite. Lorsque l'on parle d'un référent en enseignement supérieur, c'est le classement de Shanghai. Lorsque je regarde le classement de Shanghai, l'université de Dakar est classée 15e pour le continent africain. Et avant d'arriver à une autre université francophone, il fallait à la 20e place pour trouver une université marocaine et à la 30e pour trouver l'île Maurice. Je crois que le Sénégal doit être fier de cela et l'on doit mieux présenter ces atouts-là. Si aujourd'hui l'université de Dakar arrive à être classée 15e sur le principal classement, celui que l'on connaît, tout en étant conscient des difficultés de notre université. J'ai écouté récemment un spécialiste, un enseignant, un responsable du secteur, qui nous disait que dans, par exemple, la faculté de lettres, pour 8000 étudiants en anglais, il y avait 21 enseignants. En fac d'espagnol, pour 4000 étudiants, il y avait 7 enseignants. Cela peut choquer. C'est grave, certes. Mais imaginons que dans ces conditions, que l'on arrive à obtenir ces résultats en termes de classement, c'est que, véritablement, nous avons un atout fort. L'université de Dakar est là, c'est un résultat. À côté de l'université de Dakar, il y a ces universités naissantes jeunes, qui aujourd'hui ne sont peut-être pas encore dans les classements, mais qui vont y entrer. Et en marge de tout ça, le secteur que je connais le mieux, l'enseignement supérieur privé. Cette émergence que nous avons depuis 20 ans au Sénégal d'enseignement supérieur privé est quelque chose qu'il faut dire. Dernier classement, celui d'un des grands magazines africains, sur les 10 principales écoles du continent, vous en avez 4 qui sont sénégalaises. Et c'est quelque chose de remarquable. Et c'est cela, je crois, que l'on doit mettre en avant. Il y a crise, il y a problème, mais face à ce problème, mettons l'accent sur les pistes, les solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et je vous assure que le Sénégal peut être fier. C'est là-bas que les Sénégalais se posent des questions. Qu'est-ce qu'on peut faire? L'université Cheikh Anta Diop de Dakar est en crise parce que l'enseignement qui est fourni dans ces universités n'est pas adapté aux réalités de l'entreprise. L'enseignement, pendant longtemps, n'a pas été adapté.
Mais je pense qu'aujourd'hui, un saut important a été fait déjà en interne par rapport à l'existant. L'Université de Dakar ne s'est pas sclérosée. Elle a vu ce qui se faisait ailleurs. Il y a eu des sauts qualitatifs, il faut le dire aussi. Et puis, il y a eu surtout cette année cette grande concertation sur l'avenir de l'enseignement supérieur au Sénégal, que je qualifie de révolutionnaire. Peut-être que nous n'avons pas suffisamment expliqué aux populations sénégalaises ce qui est sorti de cela. Si aujourd'hui, moi, on me demandait de sortir, de dégager 3 axes majeurs de cette concertation. Les STEM, la formation aux sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Un pays comme le Sénégal. Aujourd'hui, lorsque je vous dis que nous avons moins d'1% de nos bacheliers qui ont une formation, qui ont un bac en mathématiques, moins d'1%, c'est grave. C'est très grave. Peut-on imaginer un pays sans ingénieurs, un Sénégal sans ingénieurs? Ce serait catastrophique. Donc, parce que ça a été rejeté, cette réforme. Elle n'est pas rejetée. Certains enseignants disent aujourd'hui, le ministre de l'Éducation nationale a parlé des frais d'inscription. Les étudiants commencent déjà à sortir dans la rue pour la rejeter. Lassane, je vous dis, vous avez les STEM. Il y a eu une inquiétude en disant non, le Sénégal est un pays, les humanités, il ne faut pas les oublier, etc. Oui, il s'agit de former aux mathématiques, aux sciences, à la technologie, mais tout en veillant à ce que tout ça soit lové dans nos humanités. Le Sénégal demeurera toujours le pays de Senghor, le pays de la littérature. Ça, c'est une chose. Dans cette concertation sur l'avenir de l'enseignement supérieur, un élément important, pour moi qu'il ne faut pas négliger, les bourses de mobilité, aujourd'hui. C'est quelque chose qui existe partout dans le monde. Nous arrivons donc à une proposition en disant, plutôt que de donner des bourses dans le désordre, sur l'international, il faudrait que ce soit des bourses de courte durée pour qu'un maximum d'étudiants puissent en bénéficier et puissent circuler à travers le monde. C'est une révolution. C'est quelque chose qui fonctionne déjà bien ailleurs et qu'il faut faire tourner dans ce pays-là. Ça, c'est quelque chose. Et puis le troisième point, c'est le label étudié au Sénégal. Je vous ai parlé d'une tradition d'excellence. Ce pays, dans certaines de nos écoles, vous avez 40% d'étudiants étrangers. Lorsque quelqu'un a étudié dans un pays, il y a une relation forte qui se crée déjà avec ce pays et beaucoup d'Africains viennent vers nous. Et lorsqu'on leur a posé la question, pourquoi ils venaient au Sénégal, ils nous ont parlé de stabilité, de qualité de l'enseignement et de stabilité politique. Donc ça, c'est un atout. Je donne le cas de l'Australie qui aujourd'hui, dans son économie, a intégré ça, le fait de faire venir des étudiants étrangers. Donc ça, c'est un aspect. Vous avez dit que les étudiants étaient dehors. Oui, ils bougent. Les frais d'inscription, il y a eu de grands débats sur ces questions-là. Je ne reviendrai pas dans les détails. Mais je pense que nous avons besoin de communiquer, d'échanger, de toujours échanger. Il ne faut pas que ce soit du ponctuel, il faut que ça dure, qu'on entre dans les détails, que l'on échange. C'est comme ça que l'on pourra asseoir une démarche d'amélioration continue. Mais là, les bonnes pistes aujourd'hui sont prises et j'y crois profondément. Mais les étudiants estiment que les frais d'inscription fixés à 150 000 francs CFA, c'est trop cher. Alassane, les frais ne sont pas fixés à 150 000 francs CFA. J'ai lu ça aussi, ce n'est pas le cas, ce n'est pas à 150 000 francs CFA. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, que près de la moitié des étudiants orientés dans les universités ont déjà payé leurs frais d'inscription. Par cette nouvelle forme révolutionnaire, en restant dans leur village, en ligne, paiement à distance. Et près de la moitié des étudiants sont déjà inscrits. Donc, vous avez toujours des débats, des groupes qui en parlent. Mais ceux qui sont véritablement concernés ont déjà payé leurs frais d'inscription. Il y a les universités publiques, il y a celles privées. Mais beaucoup d'étudiants estiment aussi que les frais d'inscription et le coût de l'enseignement dans les universités privées, les grandes écoles, ne sont réservés qu'à l'élite, à ceux qui ont les moyens. Non, je discute beaucoup avec mes collègues qui dirigent ces établissements. Nous avons parlé d'entrepreneuriat social. Pour le cas que je connais, celui du Sénégal, de l'ISM au Sénégal que je dirige, je peux vous dire qu'en 20 ans, 2000 bourses, 2000 gratuités ont été accordées. S'il faut l'évaluer en chiffres, sur 5 ans, sur 5 années d'études, c'est 10 milliards de francs CFA. Et je sais que d'autres établissements fonctionnent comme ça. Nous sommes tous conscients. Nous avons parlé d'entrepreneuriat social. Nous avons une mission et nous accompagnons. Mais dans la conscience des pères de famille qui veulent offrir un enseignement de qualité à leurs enfants, et ces écoles dont vous parlez sont inaccessibles. Non, une fois de plus, elles sont accessibles. Il y a 20 ans, vous aviez un étudiant pour 1000 dans le privé. Aujourd'hui, vous avez plus d'un étudiant pour 4 dans le privé. Il s'est passé quelque chose. Et ça, nous devons le dire.
Aujourd'hui, plus d'un étudiant pour 4 dans notre pays, le Sénégal, est dans un établissement privé. On a utilisé un terme qui me perturbe toujours, prolifération, souvent, d'écoles. Et je dis que lorsque les cliniques se multiplient, on n'utilise pas le terme de prolifération. Lorsque dans le secteur de la technologie, de l'informatique, les entreprises se créent, on parle de boom. Lorsque dans le BTP, les entreprises se multiplient, l'on dit que le BTP va, donc tout va. Oui, nous avons une demande en termes d'éducation, nous avons une demande interne, nous avons une demande africaine. C'est un des atouts de notre pays, le Sénégal. Oui, nous sommes en mesure de produire du savoir, d'accompagner des jeunes, de produire, de former cette jeunesse pour l'Afrique de demain. C'est un atout du Sénégal. Allons-y de manière. De prolifération, c'est souvent dû à la qualité de l'enseignement qui est donné. Toutes les grandes écoles ne donnent pas le même curricula, la même formation. Il y en a certaines peut-être qui sont à un niveau acceptable. D'autres, c'est un problème. Dans tout secteur, et je suis convaincu qu'aujourd'hui, des outils ont été mis en place justement pour mettre de l'ordre en termes de qualité dans tout secteur. Mais je vous le répète, si aujourd'hui le classement africain, dans le classement africain, après le Maroc, le Sénégal apparaît avec 4 écoles, c'est parce que l'enseignement au Sénégal est bon. Si au niveau des établissements publics, l'Université de Dakar est classée 15e, c'est parce que ce sont des évaluations qui sont faites par les pairs, en général, pour beaucoup. Et donc, non, je vous le dis, haut et fort, nous pouvons être fiers. Mais si on prend la question dans un autre sens, c'est vrai que le Sénégal avait, avec la Banque mondiale, décidé de mettre en place un système de volontariat pour qu'il y ait une hausse de taux de scolarisation. Mais la qualité n'a pas souvent suivi. On a vu qu'il y a des volontaires qui ont été recrutés, mais qui n'avaient pas, je suis désolé de le dire, le niveau pour donner un bon enseignement. Alors, je suis le premier à dire qu'il est dangereux de faire appel à un mauvais enseignant. Le mauvais enseignant multiplie la médiocrité. Ça, c'est très grave. On a beaucoup parlé de l'école William-Ponty, on savait que les meilleurs de notre pays devenaient instituteurs. Oui. Lorsqu'on arrive à un système, à un moment où dans le système, on prend ceux qui n'ont pas réussi pour les mettre dans des positions de futurs formateurs, je dis non. Surtout pour les classes d'initiation. Je dis halte. Où la base, c'est là-bas. Nous sommes en face, nous disons halte. Il ne faut pas que ça se passe comme ça. Donc aujourd'hui, nos gouvernants, et nous sommes dans cette dynamique nous-mêmes, nous devons veiller à ce qu'il y ait un renforcement de capacité, à ce qu'on améliore véritablement le niveau des formateurs de demain, des formateurs de ce qui vont nous produire véritablement la jeunesse pour demain. Donc, je le précise, un mauvais enseignant multiplie la médiocrité. Non à cela et halte à ce niveau-là. Des grèves pratiquement annuelles sur toute la longueur de l'année. Les gens du syndicat déposent des fois dès le début de l'année des préavis de grève qui couvrent toute l'année. Nous l'avons eu, nous l'avons constaté. Je pense que ça s'est amélioré sur les derniers mois. Ça s'est bien amélioré. L'année qui s'est écoulée a été une année plutôt correcte, qui s'est déroulée plutôt correctement. J'espère que ça va être le cas pour la suite encore. Le horaire n'est pas atteint. Cette année, pour l'année 2013 a été une année où les choses ont été... On a pu mener les études. Le Sénégal peut le payer. Le Sénégal peut le payer. Le cumul, si vraiment il y a eu des problèmes effectivement pendant plusieurs années, on le ressent dans notre quotidien. Mais la démarche initiée à la suite de cette concertation, les actions menées à tous les niveaux par nous, par d'autres, nous donnent des raisons d'espérer. Et puis je vais plus loin. Moi je suis convaincu qu'aujourd'hui, il nous faut trouver un espace d'expression pour la jeunesse. Je rêve d'un pacte social pour les jeunes, un pacte intergénérationnel qui puisse y avoir, que l'on se pose, que l'on échange et que l'on définisse ensemble l'avenir, de manière générale. Ce qui est posé, c'est l'emploi des jeunes. Vous formez des jeunes qui sortent des écoles, ils n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Alors là, il y a ce que j'appelle moi le paradoxe de l'emploi des jeunes au Sénégal. Il y a un paradoxe. Vous croisez n'importe quel dirigeant d'entreprise, il vous dira « je suis à la recherche d'un jeune compétent. Trouvez-moi des jeunes compétents. » Vous croisez les jeunes, ils vous disent tous « on est à la recherche d'un emploi. » C'est quoi le problème? Donc, il faut trouver. Pour moi, il y a d'abord ce besoin d'espace où les gens vont se retrouver. Que les universités s'ouvrent d'abord un peu plus au monde de l'entreprise. C'est une première chose. Qu'on accepte que le samedi après-midi, par exemple, que des dirigeants d'entreprise viennent dans les amphithéâtres et puissent parler à des jeunes, librement. Ça, c'est une chose. C'est important. Le deuxième aspect,
Je dis, et puis après, il y a des bonus fiscaux qu'on peut retrouver, etc. Il est important de revisiter cette fameuse convention État-employeur qui existait. Qu'est-ce qui peut être fait à ce niveau-là pour que les entrepreneurs puissent recruter plus? Et puis enfin, le cœur même du problème, l'emploi salarié. Oui, mais aujourd'hui, il y a un autre type d'emploi, l'emploi non salarié. Il faut que les jeunes osent créer. Il faut oser créer. On ne va pas bâtir nos économies en courant derrière un emploi autour de la dizaine d'entreprises qu'il y a sur la place d'Indépendance. Aujourd'hui, il faut que les jeunes osent créer, il faut qu'on travaille l'innovation, que la créativité soit inculquée dans les petites classes. Ça, c'est important. Et pour cela, tout de suite, on me répond en me disant le financement. Je dis non, non. Ce n'est pas une question de financement. C'est une envie de créer, l'innovation. Alors là aussi, faisons attention. Entreprendre ne veut pas dire faire ce qui s'est passé jusqu'à présent. Alassane crée un télécentre, il y a 10 télécentres à côté le lendemain. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une dynamique, sur la base de ce que j'ai pu voir sur les 20 dernières années au Sénégal, nous ne sommes pas dans une dynamique de création, d'innovation. Et ça, je vous le dis, il faut reprendre tout le système éducatif, depuis la base, depuis les premières classes, et laisser les jeunes s'exprimer un peu plus, qu'il y ait des innovations. Je le dis, lorsqu'il y a un peu plus de 20 ans, j'ai créé l'ISM, j'étais seul. Hein. Aujourd'hui, il paraît que nous sommes 140. Oui, parce qu'il y a une demande. Oui, il y a une réponse. Mais il y a aussi certainement beaucoup d'autres domaines, beaucoup d'autres secteurs qui sont demandeurs. On reprend tout le système, ça a été pratiquement fait avec des assises de l'éducation nationale. Il y a eu des choses qui ont été avancées, il y a des concertations. Mais le problème se trouve au niveau de la mise en œuvre de tout ça. La mise en œuvre et puis la nécessaire révolution culturelle. On a besoin d'électrochocs. Nous avons beaucoup colmaté. Pendant plusieurs années, nous avons beaucoup colmaté. Et je pense qu'il faut... Aujourd'hui, nous avons besoin d'un électrochoc. D'un électrochoc. Le système éducatif doit être repensé entièrement, à mon avis. Entièrement. Comment créer un électrochoc dans ce système éducatif au moment où pratiquement l'enseignement que l'on donne dans nos universités est importé, souvent n'est pas dans le soubassement culturel, social. Mais c'est là justement qu'on se retrouve, vous et moi. C'est là que je parle d'électrochoc. Est-ce qu'on doit continuer juste à importer ou est-ce qu'on doit penser pour nous demain? À partir d'une vision claire, définie pour notre pays, le Sénégal, qu'on veut pays émergent pour demain, n'est-ce pas? C'est notre rêve à tous. Et pour cela, une fois que la vision sera clairement définie, qu'est-ce qu'on veut faire? Il y a des pistes aujourd'hui. Une fois que ceci est clairement défini, je suis convaincu que l'on pourra... On ne peut pas d'ailleurs parler de pays émergents si on n'a pas retravaillé les systèmes de formation. Il faut les repenser. Formation professionnelle comme la formation classique. Si nous n'avons pas cette révolution culturelle dont nous avons tous besoin, le Sénégal en a besoin, je parle beaucoup de notre relation au travail. La relation au travail doit être repensée, etc., etc. Donc il y a des pistes. Et la piste fondamentale pour moi serait la formation professionnelle. Qu'est-ce qu'il faut faire dans la formation professionnelle? Dans la formation professionnelle, n'oubliez pas que le Sénégal, il y a eu le lycée de la Fosse, le lycée Pétavin ont été fiers de sortir de ces établissements. L'IUT de Dakar qui formait des comptables dont tout le monde était fier. Ces établissements, l'IUT de Dakar est devenu aujourd'hui une grande école qui a donné l'Institut. Donc on n'est plus dans une dynamique de formation professionnelle. Les lycées professionnels, il y a une dynamique qui se crée. J'ai vu cette opération menée par M. Serigne Diop, qui est très belle, que l'on loue. Il en faudrait d'autres, pareil. Mais ça ne suffit pas. Si, moi j'y croirais véritablement, nous aurons atteint nos objectifs en termes de formation professionnelle, lorsque vous, moi et d'autres ne serons pas choqués, lorsque notre enfant viendra nous voir en disant « Papa, je veux devenir soudeur ». Oui, là nous aurons réussi. Lorsque ceux qui ont en charge cette formation professionnelle accepteront que leurs enfants eux-mêmes s'inscrivent dans cette dynamique. Nous savons que nos entreprises ont besoin de soudeurs, ont besoin de formation de personnes qualifiées. Lorsque véritablement nous accepterons nous-mêmes de mettre nos enfants dans ce dispositif, nous aurons réussi. Sinon, aujourd'hui, multiplier les lycées professionnels, c'est multiplier le nombre de chômeurs. Donc, moi je dis, il y a ce que j'appelle la fameuse règle des 1110. Je dis, si aujourd'hui l'État, dans le cadre de cette formation professionnelle, sélectionne 1000 jeunes, les 1000 bons après la troisième. Il ne faut pas que ce soit une dynamique de regrouper les déchets. Non, il faut que 1000 bons après la troisième, qu'on envoie dans les lycées dans le cadre d'une formation professionnelle. Ceci fait, parmi ces 1000, on veille à
ceux qui ont une bourse d'excellence, motivée. Bourse de 200 000 francs sur l'année, ça ferait 200 millions. 200 millions pour changer une voie. Ça vaut le coup. À partir de là, on peut sélectionner 100 qu'on pousserait, qui réussissent, qu'on puisse voir les meilleurs soudeurs, les concours de meilleurs maçons, meilleurs menuisiers, qu'on soit fiers de cela. Et que 10 entreprises acceptent de signer un pacte pour récupérer ces jeunes-là. On aura plus joué sur la mentalité. Parce qu'à mon avis, le problème de la formation professionnelle dans notre pays, c'est un problème de perception, de psychologie. Tant que nous n'accepterons pas nous-mêmes d'y mettre nos enfants, nous ne ferons que former les chauffeurs. Sur le marché du travail, ils trouvent que les salaires sont faibles. Ils s'expatrient. Ou d'autres entreprises viennent les chercher pour les amener à l'extérieur pour travailler. C'est là que je demande le pacte avec les 10. Il faut que les entreprises acceptent de jouer le jeu et de valoriser ces métiers. Aujourd'hui, vous allez dans le secteur des travaux publics, du bâtiment, on vous dit qu'on a besoin de soudeurs. Donc je suis convaincu que si on a des jeunes bien formés, les entreprises accepteront de jouer le jeu. C'est un gros partenariat qu'il nous faut. État, entreprise, et puis centre, pôle de formation. Il nous faut nous retrouver. Et puis après, derrière ça, les entreprises pourront accepter de jouer le jeu s'il y a un bonus fiscal ou autre. C'est faisable. Mais 1000 jeunes, aujourd'hui, bien choisis, orientés, après la 3e, dans des lycées professionnels, avec des bourses d'excellence de 200 000 francs, ça nous fait 200 millions, sans cas de réussite qu'on présente le soir sur vos chaînes de télévision, qu'on puisse les voir, qu'on soit fiers de les voir, pour que les plus jeunes aient envie de devenir comme cela, ces modèles de réussite, et puis 10 entreprises qui jouent pleinement le jeu. Mais vous pensez que les jeunes sont formatés pour accepter ces genres de travail? Parce qu'on a constaté qu'au Sénégal, ils refusent de faire certains boulots, comme on dit, mais à l'extérieur, on les trouve dans des plongeurs, dans des restaurants, ils travaillent dans des entreprises de maçonnerie, de plomberie en France, ailleurs au Portugal, mais ils n'acceptent pas de le faire au Sénégal parce que c'est mal vu. Vous avez utilisé le mot formater, il s'agit de formater. Ils ont des aptitudes, il y a un besoin, acceptons de formater un millier de jeunes déjà. Lorsque ceux-là auront réussi, qu'ils réussissent ici ou ailleurs, hein, les frontières aujourd'hui tombent, mais qu'ils réussissent déjà ici, qu'on puisse voir. Si aujourd'hui on trouve que le Sénégal forme suffisamment de personnes qualifiées, d'abord pour le pays et pour le reste du monde, tant mieux. Tant mieux. Si nous sommes aujourd'hui producteurs d'une main-d'œuvre qualifiée, eh bien tant mieux. Nous aurons réussi, je pense. Mais le gouvernement parle souvent de l'agriculture comme étant un des points focaux de développement du Sénégal. Mais si on n'a pas des gens qui sont formés dans les métiers d'agriculture, des fermiers d'un genre nouveau, c'est un problème aussi. Ah, je le crois et je dis que voilà une piste. J'ai écouté les autorités sur les derniers mois, sur les dernières semaines. Je pense qu'il y a un engagement à ce niveau-là. Oui, nous devons retourner vers la terre. Je pense qu'il nous faut commencer déjà, chacun à son niveau, que chacun ait son petit jardin. Qu'on parle d'autosuffisance alimentaire, déjà. Au-delà de ça, que l'on crée effectivement cette vague nouvelle de gentlemen farmers qui seront là, pas sur 10 hectares comme on a l'habitude de faire autour de Dakar. Aujourd'hui, dans les pays véritablement où il y a eu des réussites dans le secteur de l'agriculture, on parle de 100 hectares, 200 hectares. Et je pense que nous avons dans notre pays les espaces pour cela. Oui, mais toujours dans la même perspective, que l'on pousse les jeunes à avoir envie d'aller vers cela, d'aller vers ce type de formation et que l'on puisse exposer les cas de réussite très rapidement. Quick wins, il faut tout de suite des cas de réussite qu'on puisse présenter au monde. Et là, je compte beaucoup sur le monde de la communication. À ce moment-là, nous aurons pris véritablement, nous serons dans cette dynamique d'émergence. Je prends un exemple qui n'est pas suffisamment connu au sein de notre groupe. Il y a de cela près de 10 ans, le président Abdoulaye Wade nous a fait appeler en me disant Monsieur Diao, réfléchissez quand même à tous ces gens qui n'ont pas le bac, les bac -2. Lorsque vous avez 100 000 candidats au bac, moins de 50 000 qui réussissent, il y en a 50 000 autres qui sont là. Voilà, là, dans le nerf. Réfléchissez à ce qu'on pourrait faire pour ces bac -2. Je suis revenu le voir avec un projet, institut de formation. Il dit non, j'ai dit bac -2. Nous avons réfléchi. Difficile de communiquer quand on enseigne le marketing sur du bac -2. Et nous avons créé l'université des savoir-faire. L'université des savoir-faire. Aujourd'hui, partout au Sénégal, nous avons des universités de savoir-faire pour les gens qui n'ont pas encore le bac, que l'on prépare à des métiers. Nous le faisons discrètement parce que nous voulons produire des résultats.
les montrer, les exposer rapidement. Aujourd'hui, de Ziguinchor à Saint-Louis, nous avons créé les USF. Chacun, de son côté, peut faire, et nous tentons de faire. Mais en France, on a vu que ceux qui ne réussissent pas pour les grandes études font ce qu'on appelle le système de BTS, qui leur permet d'utiliser leurs mains et de travailler. Mais ce système-là n'est pas très connu au Sénégal, il n'existe pratiquement pas. Et je vous dirais qu'en formation professionnelle, vous le savez, au niveau de l'Europe, la France n'est pas véritablement la référence. On parlera plus de l'Allemagne, on parlera de la Suisse. Parce que nous avons pris le modèle français où le mythe a été celui des grandes écoles. Et nous avons hérité ce système et c'est celui-là que nous avons tenté de promouvoir pendant longtemps ici. La France a vécu sa mue à ce niveau-là et le Sénégal n'a pas encore réussi, n'a pas encore vécu cette mutation. Mais comment le Sénégal va mettre en place cette mutation? Vous l'avez dit en Allemagne aujourd'hui, si l'économie est tenue, elle tient à travers l'Europe, c'est grâce à ces PME et PMI. Et dans ces PME et PMI, justement, il y a cette formation professionnelle qui est le soubassement. Ces PME PMI seront créées par la jeunesse qu'on est en train de former aujourd'hui. Je vous le dis, nous ne nous basons pas seulement sur les quelques centaines d'entreprises qui existent aujourd'hui. Il nous faut créer une vague rapide d'entrepreneurs de demain. Je dis d'abord entrepreneurs peut-être dans le domaine social, mais dans d'autres domaines. Mais rapidement, très rapidement, accompagnons l'entrepreneuriat. J'y crois, je ne suis pas à la place des autorités, ça pourrait nous prendre des heures. Mais aujourd'hui, formons les créateurs. Et c'est ceux-là qui demain feront appel peut-être à ces diplômés de la formation. Le Sénégal a des atouts sur le plan des services, surtout avec la téléphonie mobile, l'Internet. On a l'impression qu'au Sénégal, qu'on est complètement dépassé aujourd'hui par le Ghana, par le Kenya, il y a des innovations sur ce plan-là. Mais au Sénégal, on semble s'être concentré que sur la téléphonie, en ne développant pas les autres secteurs qui peuvent rapporter beaucoup d'argent et créer beaucoup d'emplois. Vous l'avez dit, il y a des pistes que l'on peut explorer à ce niveau-là. Il y a encore un gap peut-être entre le Ghana et nous. Créons les conditions qu'il faut véritablement pour l'émergence d'entreprises d'un type nouveau. Et ça nous ramène à ce fameux classement Doing Business dont on a beaucoup parlé. Oui, nous avons un problème. Nous avons un problème aujourd'hui. Sur le cas du classement Doing Business, d'abord, je pense que la prise en main de ce dossier a laissé à désirer. Il s'agit d'une démarche d'amélioration, d'une démarche qualité. Lorsqu'on est dans cette démarche, il nous faut savoir exactement quels sont les critères. Comment, quel est le process. Il s'agit de travailler sur des cycles de vie de PME. PME dans une capitale économique. Il faut que les résultats, s'il y a des lois, s'il y a des textes, il faut que ce soit disponible avant le mois de mai de l'année, sinon on passe à l'année d'après. Nous ne sommes pas seuls, le Sénégal est dans la compétition, d'autres pays sont en compétition aussi avec nous, et si les autres pays avancent, alors qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire, nous reculons. Vous avez un indicateur comme l'IS, l'impôt sur les sociétés, qu'on a augmenté dans un contexte tout particulier, même consensus, avec un consensus peut-être, mais dès le moment où ça bouge, alors que tout le monde essaie de descendre son IS, on a un problème. Donc ce qui fait qu'on a eu ce classement malheureux. Mais je pense que nous allons vers une prise en main. Si nous y mettons tous, nous pourrons améliorer cela. Ce qui fait que nous sommes classés, je crois, dans les 15 derniers, je pense. Mais à côté de ça, je dis toujours, nous mettons l'accent sur des classements, sur des cas difficiles. À côté de ça, il y a un indice qui pour le moment est très fort, que nous n'avons pas suffisamment mis en avant, c'est l'indice Mo Ibrahim pour la bonne gouvernance. Comment peut-on développer un pays où la formation et l'éducation posent problème? Aujourd'hui, je suis convaincu, je le répète, que le Sénégal est dans une position favorable et a énormément d'atouts en termes d'accompagnement des ressources humaines, de renforcement de capacités, de production de compétences. Vraiment, c'est notre mode de communication qui doit changer. Je le répète, les classements sont là, l'Université de Dakar dans son classement de Shanghai, etc., etc. Mais mettons tout ça dans une dynamique d'émergence. Nous voulons un Sénégal émergent. Je pense que ceux qui, sur notre continent, ont particulièrement planché sur cette question sont
en plus des Sénégalais. Je pense à Mamadou Lamine Diallo, un aîné, un grand frère, je pense à Moubarak Lo, tout cela, tous ces experts ont produit, ont écrit pour le Sénégal sur les conditions d'une émergence. S'il fallait résumer ou prendre quelques axes majeurs, une vision claire, nous en avons besoin. Une administration engagée pour que les privés gagnent de l'argent, nous en avons besoin. Mais surtout, le point important pour moi, c'est une révolution culturelle dans le mode de penser, dans le mode d'agir, dans notre manière de faire. Mais malgré tous ces atouts, le Sénégal est très mal classé, avec le doing business. Alors, j'insiste sur cette révolution culturelle, si vous voulez, nous en reparlons tout à l'heure. J'insiste sur ce besoin d'électrochoc pour notre révolution culturelle dans notre manière de penser, dans notre manière de faire, dans notre relation au travail. Le doing business. Oui, il y a eu beaucoup de commentaires sur ce classement. Le Sénégal, un classement malheureux cette année. Je pense que nous avons besoin d'une meilleure prise en main de ce dossier. Il s'agit d'une démarche d'amélioration. Pour cela, il faut avoir des critères, savoir quels sont les périmètres, quelles sont les cibles. Périmètre, les PME dans la capitale économique, un périmètre. Les actions doivent être menées avant le mois de mai. Vous faites quelque chose après le mois de mai, vous passez sur l'année d'après. Il faut savoir qu'il y a d'autres pays qui sont dans la compétition. Avec nous, ceux-là avancent, prennent en main sérieusement ce dossier, on le prend avec moins de sérieux, on est derrière, ils avancent. Vous avez l'IS. Dans le cadre d'un consensus, notre IS a été retouché, vu à la hausse, légèrement. Mais pendant ce temps, les autres ont baissé leur IS. C'est les impôts sur les L'impôt entreprises. sur les sociétés pour les entreprises. Les autres ont baissé. Donc, ce sont des critères. Il faut les connaître et savoir que si on veut entrer dans une dynamique de doing business, il faut respecter cela. Et je précise au passage que certains des pays les mieux classés aujourd'hui sur le continent ont été accompagnés souvent par des experts sénégalais. Donc nous sommes en mesure de le faire. Il faut juste que l'on prenne cet engagement, cette décision en disant nous voulons être bien classés et nous allons opérer pour être bien classés dans le doing business. Mais à côté de cela, lorsque nous écoutons le discours des gouvernants, de nos dirigeants aujourd'hui, ils mettent l'accent effectivement sur la transparence, sur la gouvernance, sur la réduction de l'écart, des écarts entre les populations. Pour cela, il y a un indicateur qui est plus adapté et pour lequel le Sénégal a eu un très bon classement. L'indicateur Ibrahim, l'indice Mo Ibrahim, qui pour moi mérite d'être plus connu. D'abord, de quoi s'agit-il? C'est un Africain soudanais qui décide à un moment de mettre une partie de sa fortune pour améliorer la gouvernance sur le continent. Cet indicateur est créé d'anciens chefs d'État qui ont fait preuve en tout cas de bonne gouvernance, sont impliqués et le Sénégal passe de la 16e place à la 10e place aujourd'hui sur le continent. Devant le Maroc, devant la Côte d'Ivoire, devant bien d'autres pays que l'on pourrait considérer comme nos concurrents sur l'espace économique. Et cela, pour ça, le Sénégal classé 10e pour cette année dans le cadre de l'indice Ibrahim, Mo Ibrahim, pour la gouvernance, la bonne gouvernance, avec des critères qui correspondent au message délivré aujourd'hui par les autorités du Sénégal, je dis voilà quelque chose que l'on peut exposer. Mais tout ça, donc ça, c'est un bon résultat. C'est bien beau, mais est-ce que les populations elles-mêmes ressentent ce discours qui est prôné? Est-ce que dans le panier de tous les jours, ils arrivent à se nourrir correctement? Alors, l'indice Mo Ibrahim met l'accent sur ce qui est développement humain. Ça veut dire que nous avons fait un saut. Aujourd'hui, en termes de création d'espace, de santé, etc., ça veut dire que nous avons fait un saut qualitatif. On passe de la 16e à la 10e place. Ils mettent l'accent sur le développement durable, ils mettent l'accent sur les droits de l'homme, etc., etc. Ça veut dire qu'au-delà du discours que l'on entend tous les jours, il y a quand même des faits. Maintenant, il nous faut, on reviendra toujours à l'éternel problème, la psychologie, la perception des choses, les explications qu'il faut donner l'information vraie, etc., etc. Donc ça, c'est un fait. Moi, je note qu'aujourd'hui, le Sénégal, sur le doing business, a reculé. On peut faire, on sait faire. Ce sont des Sénégalais qui font ailleurs, nous savons faire. Sur l'indice Mo Ibrahim, nous avons fait un saut qualitatif fort. Notre pays a fait un saut qualitatif fort. Soyons-en fiers. Là aussi, apprenons tous, je crois. Je ne veux pas donner de leçons aux uns et aux autres. Je reviens toujours à ce besoin de choc, de modification dans notre manière de penser, d'agir. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes bons dans le système éducatif, nous sommes bons dans divers domaines. Sachons montrer cela, le partager.
C'est ainsi, je pense, que l'on Est-ce peut que les bâtir une Sénégalais dans nation. les campagnes, dans nos villes et dans nos campagnes, dans la grande banlieue dakaroise, le mot Ibrahim, c'est très bien. Est-ce que ces Sénégalais-là ressentent ça dans le panier de la ménagère? Est-ce qu'ils ont beaucoup plus de pouvoir d'achat? Est-ce qu'ils peuvent se soigner facilement? Est-ce qu'ils peuvent envoyer leurs enfants à l'école le plus facilement possible? Je vous garantis, vous le savez, je le sais, qu'il y a une amélioration. Je ne peux pas être le défenseur des gouvernants, mais il s'est passé un certain nombre de choses, et pas seulement sur la dernière année, sur les 20 dernières années, il s'est passé un certain nombre de choses quand même en termes d'amélioration. La crise, elle est là, une crise mondiale, partagée, mais je persiste ici. Le Sénégal peut sortir du lot. Comment le faire? Je vous l'ai dit, par l'accompagnement aujourd'hui d'une nouvelle vague d'entrepreneurs, et puis que l'on sache quels sont nos enjeux, qui sont nos concurrents aujourd'hui véritablement dans cet espace-là. Moi, je prends le cas du Maroc aujourd'hui. Le Maroc qu'on présente comme un État fort qui investit dans notre pays, dans le secteur financier, le secteur bancaire, etc. et qui le fait dans d'autres pays africains. Ayons ce modèle à l'esprit. Voilà le rôle, à mon avis, que le Sénégal devrait jouer. Sortons de nos frontières. C'est ça le paradoxe. Aujourd'hui, la première banque, en termes d'investissement et en termes même de place financière, c'est une banque d'origine marocaine qui est là au Sénégal. Le Sénégal n'a pas de banque qui lui appartient à lui-même. La banque qu'on va mettre en place, c'est une banque mise en place par des privés qui va chercher des profits. Oui, tout à fait. Et ça, il faut que nous en prenions conscience. Et il faut qu'on accepte d'entrer dans une logique de compétition face à un pays comme le Maroc, qui veut se développer, à nous aussi d'avoir envie de nous développer et de sortir d'aller au-delà de nos frontières, d'opérer sur le continent, mais tout cela, qu'on le partage tous, qu'il y ait un nouveau type d'opérateur peut-être, un État qui y croit, qui veut que l'on produise des privés qui marchent, mais ça ne se fera pas. Ce ne sont pas des individus qui le feront. Ce n'est pas un privé qui va sortir de là, ce ne sera pas un État tout seul. Nous devons tous ensemble agir, avoir une stratégie. Je sais qu'un travail est en cours au niveau de l'État, un travail qui se fait, définition d'une stratégie, mais allons-y tous, participons à cela pour un Sénégal émergent. Et je vous le dis, les experts existent, je vous ai cité des noms, les experts existent dans le pays. Mais est-ce que vous avez l'impression que les Sénégalais, le gouvernement du Sénégal, compte sur les Sénégalais, sur les privés sénégalais pour faire avancer le pays? Parce qu'on a vu beaucoup d'entreprises s'installer, il n'y a pas de transfert de technologie, l'argent vient, il est investi, mais il ne crée pas beaucoup d'emplois. C'est comme s'il entrait par la fenêtre et sortait par une grande porte. Alassane, ne fermons pas la porte à l'investissement direct étranger. Il en faut. Mais il est difficile d'imaginer effectivement un investissement direct étranger fort s'il n'y a pas un investissement national fort. Tout à fait. Ça commencerait par ça. Accompagnons cela. Mais je le répète, ce n'est pas monsieur X, monsieur Y. Nous devons tous travailler ensemble, penser ensemble et définir cette stratégie, avoir cette vision, définir cette stratégie ensemble. Il ne s'agit pas de laisser un groupe dans un coin définir une stratégie et qu'on va tous rejeter si ça se présente comme ça. Nous devons tous travailler ensemble et je pense que nous pouvons y parvenir. Mais ça demande des réformes. Est-ce que les réformes attendues sont là? Des réformes profondes, mais je vous le dis, avant les réformes dont vous parlez, c'est des changements dans notre manière de faire, dans notre manière d'agir. C'est nous-mêmes, Sénégalais. N'attendons pas cela de l'État. L'État ne va pas régler cela à notre niveau. C'est nous-mêmes qui devons décider de changer dans nos comportements. Je le répète, notre relation au travail, elle est problématique. Elle est problématique. Acceptons cela. Les pays qui aujourd'hui ont pu décoller ne fonctionnaient pas comme nous. Quelle est notre relation à nos valeurs? Les valeurs ne sont pas figées, elles évoluent. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui nous reste de la teranga sénégalaise? Qu'est-ce qui nous reste de la teranga sénégalaise? Aller dans un pays asiatique, la relation à l'autorité, la relation au client, le client est roi, c'est une forme de teranga bien avancée. Aller au Maroc, le tourisme d'affaires, l'accompagnement que l'on peut donner, c'est quelque chose qui se fait. Un pays tout près, plus proche de nous, le Burkina, la relation à l'autre aujourd'hui, et à mon avis, à ce niveau-là, le Sénégal fait marche arrière. Mais ça a nécessité une volonté politique très forte, un consensus autour de l'essentiel. C'est ce que nous Mais disons. quand on voit dans ce pays-là, c'est comme s'il y a une fracture au Sénégal. Ceux qui sont au pouvoir, ceux qui s'opposent, on s'entend sur rien. Non, non, je ne le vois pas. Je ne le vois pas comme ça et je ne pense même pas que ce soit le cas. Le Sénégal est quand même le pays de la transhumance. Je le dis. Oui, transhumance pour des intérêts personnels. Transhumance. Ce qui veut dire que les gens arrivent quand même à se retrouver. Je ne dis pas que c'est quelque chose de bien, bien au contraire. Pour partager le gâteau. C'est vous qui le dites.
Je pose la question. C'est vous qui le dites. Donc, aujourd'hui, le Sénégal, pays de la transhumance, quelque chose qui est contraire à nos valeurs, à toutes nos valeurs. Donc, n'allons pas sur cette piste-là, c'est pas comme ça que je verrai les choses. Et travaillons ensemble, bâtissons ensemble dans une logique économique pour un Sénégal émergent. Pour cela, nous-mêmes, nous devons accepter qu'il y a un certain nombre de problèmes. Mais nous ne devons pas nous contenter de dire qu'il y a un certain nombre de problèmes. Il faut trouver les pistes de solutions. Et les pistes et les solutions, nous devons les penser ensemble. Nous devons discuter beaucoup plus ensemble. Et j'y crois. Et justement, on est dans un pays, il n'y a pas de débat sur l'essentiel. Il n'y a pas de débat sur l'économie. Les débats sont politiciens. Il y a beaucoup de débats en tout cas. Sur quoi? Il y a beaucoup de débats. Sur quoi? J'ai l'impression que le débat politique plaît beaucoup plus, peut-être. Mais il y a des débats. Les débats sont là. Maintenant, nous avons besoin de travailler beaucoup plus sur des données, des chiffres. Cela manque. Je salue la dernière l'annonce de ce recensement que nous allons faire. Nous allons avoir de nouveaux chiffres, des chiffres plus récents, plus actuels. Nous avons besoin de travailler sur du factuel. Et ça, c'est important aussi de le faire. L'autre donnée économique à laquelle beaucoup pensent, c'est que le Premier ministre avait annoncé qu'il y a une réforme qui sera faite pour mettre en place ce qu'on appelle les joint ventures. Beaucoup d'industriels et d'économistes applaudissent, mais disent c'est quoi le contenu? C'est encore flou. Est-ce que c'est aux gouvernants de définir les contenus? Retrouvons-nous une fois de plus autour d'une table. C'est l'élite, c'est eux qui doivent donner le bon exemple. Retrouvons-nous autour d'une table et échangeons. Toujours. Je crois au dialogue, je crois aux échanges. Et c'est fondamental. Mais comment mettre en place ce dialogue, ces échanges, alors qu'il n'y a pas de discussion, il n'y a pas une amorce qui a été faite? Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. De manière historique d'ailleurs, le Conseil présidentiel est quelque chose qui a été fait, les concertations dans le passé entre les organisations patronales et l'État, ça ne s'est jamais véritablement arrêté d'ailleurs. Je crois que des échanges ont toujours existé entre le secteur privé et l'État. Et ont été améliorés, il peut y avoir des moments peut-être de bas. Non, je ne pense pas qu'on ait perdu le sens du dialogue entre le secteur privé et l'État. Mais le conseil qui a été fait, il y a eu tellement de conseils présidentiels avec Abdoulaye Wade, avec le président Macky Sall, mais c'est quoi les résultats? Ils sont où? Ça a fait avancer le pays dans quel sens? J'ai l'impression, je ne suis pas d'accord avec l'approche que vous avez. Je ne peux pas dire que le Sénégal économique recule. Non, le Sénégal économique ne recule pas. Il avance? Il avance. Comment? Le Sénégal économique avance. Comment? Le Sénégal économique avance. Nous rayonnons dans bien d'autres pays. Aujourd'hui, vous avez des Sénégalais qui sont partout, qui opèrent au niveau de l'Afrique, sur l'international. Vous avez dans certains secteurs, aujourd'hui, vous avez parlé du secteur des télécoms, les grosses structures ont aujourd'hui choisi Dakar quand même comme base. Dakar est un hub dans le secteur des nouvelles technologies aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. Dans le secteur des services en général, Dakar est un hub. Ne fermons pas cela, n'oublions pas cela. Il nous faut l'accepter, il nous faut le valoriser, le montrer plus. Et je le ramène à vous, je vous renvoie la balle, le monde de la communication. Présenter un peu plus au monde ce que nous faisons de bien. Mais ce que les gens font de bien, ce sont les autorités qui doivent aussi montrer le bon exemple, montrer ce qui est en train d'être fait. Au Sénégalais, aujourd'hui, avant d'y arriver, vous avez parlé du Conseil présidentiel. J'ai participé personnellement à quelques sessions du Conseil présidentiel, j'ai été membre de ces pays pendant quelques années. Nous avons eu de grandes réformes consensuelles sur l'économie. C'est avec aisance que ce taux d'IS est passé, parce qu'il y a eu des discussions, des débats. Donc ça, c'est un fait. C'est un fait déjà. Aujourd'hui, je reviens toujours sur ce besoin de modification de nos modes de pensée, de notre mode d'agir. Vous avez dit qu'il n'y avait pas suffisamment de débats hors débat politique. Et moi, je vous amène sur un autre terrain, celui de la culture tout simplement. Ce Sénégal, qui pendant des années a été ouvert au monde, on a parlé d'enracinement, d'ouverture. Je dis, je tire la sonnette d'alarme, moi, pour ma part, je dis, réorientons-nous un peu. Revenons. Sur la culture, moi j'ai un labo que je trouve intéressant. Lequel? Saint-Louis. Une ville où vous avez les écrivains. Boubacar Boris Diop, Felwine Sarr, Alfassi s'y retrouvent. Dans le cinéma, l'université Gaston Berger produit à une unité
prépare au monde du cinéma, la musique par le jazz, la peinture, les grands peintres. Ça, c'est un Sénégal qui a brillé à travers le monde, dont on a parlé pendant longtemps et qui nous a permis d'obtenir certainement d'autres choses. Mais ces acteurs trouvent qu'il n'y a pas une politique forte pour les aider à émerger. Aujourd'hui, si les Amériques ont conquis le monde, c'est grâce à leur cinéma. Alors, c'est vrai que Moussa Senabsa et Moussa Voilà, Touré ont gagné exactement. un peu partout, mais c'est des aventures individuelles. Aujourd'hui, je vous dis que nous avons un labo intéressant. C'est un espace sur lequel j'opère dans le secteur de la culture, sur l'espace de Saint-Louis, tout simplement. Si nous arrivons à créer au niveau national des espaces de cette nature, développer un tourisme culturel, un tourisme intellectuel, nous l'avons connu pendant des années, à côté de toutes ces opérations économiques, politiques dont on a parlé. Mais parce que pour moi, à mon avis, ça fait partie véritablement de ce besoin de Sénégal émergent. Besoin de culture qui va certainement avoir un effet sur la créativité des plus jeunes. Est-ce qu'il y a une vision claire dans ce domaine? Mais à nous de là. Je vous ai parlé d'un labo parce que, avec ces personnes dont on a parlé, avec les autorités locales, nous avons pensé à un Saint-Louis 2015, Saint-Louis pôle de culture. Si d'autres régions arrivent à opérer, n'attendons pas tout l'État. Si d'autres régions arrivent à opérer, je pense que nous pourrons avoir un résultat extraordinaire pour un Sénégal plus visible, un Sénégal plus fort. Je comprends vos questions, je peux comprendre votre angoisse. Je dis souvent, quand je me lève le matin, je me lève avec cette angoisse pour mon pays, pour mon continent, pour le monde. L'état du monde peut m'inquiéter. Je prie pour que tout cela puisse s'arrêter. Mais au-delà de ça, je vais plus loin. J'essaie de passer un moment dans des classes, dans nos lycées où nous avons des enfants qui ont entre 10 et 15 ans. J'écoute cette jeunesse qui, elle, n'est pas encore atteinte par ce pessimisme, cette inquiétude. Et dans leurs yeux, véritablement, je retrouve l'énergie qu'il faut. Je me dis, là, il y a de l'énergie. Et cela me donne envie de me remettre à l'étable. Je retourne dans mon bureau et je poursuis véritablement ma mission de sculpteur pour ciseler véritablement cette Afrique dont on rêve, parce que j'ai retrouvé cette énergie en ces jeunes-là. Je voudrais que l'on soit plus optimiste. Cette jeunesse dont vous parlez, ces enfants, à la maison le soir, quand ils suivent la télévision, ce n'est pas la culture africaine qui suivent. C'est les mangas, c'est les téléfilms formatés ailleurs qui viennent leur faire penser le monde autrement. Et vous ne dites pas tout, c'est beaucoup d'émissions. Et là, je vous renvoie la balle. Votre responsabilité est grande. Notre responsabilité. Votre responsabilité dans le monde des médias, dans le monde de la communication est grande. Ils le savent tous, je leur demande de ne pas regarder la télé le soir. Je leur demande de ne pas la regarder le soir. Clairement. Voilà le message que je leur délivre. De retourner au livre, l'amour du livre. Nous avons besoin de tout ça. Vous avez parlé de politique culturelle, c'est un tout. C'est un tout. Mais aujourd'hui, si on vous demande de jeter un regard sur la situation politique au Sénégal. Ma génération, nous qui sommes nés avec les indépendances, nous avons une lourde responsabilité, effectivement. C'est cette génération qui aujourd'hui est au pouvoir. Mais il nous faut accepter une chose, ce n'est pas nous qui réglerons véritablement les problèmes de notre pays, de notre continent. Notre mission à nous aujourd'hui est d'avoir plus d'inventivité politique pour préparer une relève. Cette jeunesse dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est celle-là qui véritablement opérera pour que nous ayons le continent dont nous rêvons. Je mise sur cela. Vous êtes sûr et persuadé que la relève sera bien tenue et que les adultes que vous êtes vous aujourd'hui, vous montrez la bonne voie? C'est à nous d'être engagés, c'est à nous de les accompagner. Alors vous avez parlé de politique au sens politique politicienne peut-être, mais je connais des centaines de Sénégalais, des centaines d'Africains qui tous les matins aussi se lèvent, œuvrent discrètement, bâtissent, contribuent, apportent quelque chose à leur pays, apportent à leur continent, sans être visibles. Et peut-être en laissant la place aussi à ceux-là qui ne sont pas peut-être les meilleurs,
pour diriger le continent? Chacun a sa place. Je pense que ceux qui opèrent dans l'éducation, ceux qui opèrent comme nous dans l'éducation, ceux qui opèrent dans la santé... Et ce sont les politiciens qui donnent là, ceux qui sont dans les centres de décision. On va boucler la boucle, on a parlé d'entrepreneuriat social. Si on y va avec une dynamique privée, en étant conscient de notre responsabilité, de nos responsabilités par rapport face à nos pays, face à notre continent, nous pouvons opérer et faire. Ça a été notre cas pendant 20 ans. Nous avons essayé d'apporter. Au bout de 20 ans, aujourd'hui, je pense avoir accompagné 13 000 jeunes sénégalais, africains. D'autres le font aussi. Et je considère que c'est une forme de contribution, c'est une autre forme de politique. Et poursuivons cette mission. Amadou Diaw, merci d'avoir été avec nous sur le plateau de la TFM. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour réaliser cette émission. Merci à vous qui êtes chez vous, sur votre fauteuil, en nous regardant ce soir. Merci. Au revoir.